Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je vais te présenter un appareil photo que je t'avais déjà présenté il y a un an et quelques. C'est le Fujifilm X100V, mais c'était pas le mien, c'était pour le test. Et celui-là, par contre, c'est le mien depuis environ 3 mois. Donc, je vais te donner une deuxième tournée, un deuxième tour d'opinion sur après 3 mois d'utilisation. Allez, c'est parti. Quand on fait un essai d'appareil photo, eh bien, on essaie toujours d'être le plus objectif possible. Mais évidemment, c'est pas comparable d'avoir un appareil photo quelques jours pour l'essayer que de l'utiliser à fond pour soi-même pendant plusieurs mois et donc approfondir certaines choses. Il y a certaines choses qui quelquefois nous avaient échappé quand on a fait le test, d'autres qui nous semblaient pas terribles et puis à l'usage, ben non, finalement c'est pas si mal que ça, et d'autres finalement qu'on pensait que ça allait être super, puis non, c'est pas forcément super. Donc on va voir ça, et puis aussi je vais rajouter ce que je pense qu'il serait bien de faire pour améliorer cet appareil photo pour un prochain modèle, pour qu'il soit, disons, parfait. Bien que les appareils photo parfaits n'existent pas, d'ailleurs, si un fabricant arrivait à faire un appareil photo parfait, ben après, il n'en vendrait plus. Plus de nouveaux modèles. Donc, voilà. Donc, on continue là-dessus. Alors, je ne vais pas refaire un test complet de cet appareil photo, puisque je l'avais déjà fait. Je vais parler de ce qui m'a semblé mieux ou pire, ou qui est améliorable. Donc, je vais commencer ce qui m'a semblé mieux que ce que je pensais. Alors, d'abord, les simulations de films. Moi, au début, je voyais ça un petit peu comme un gadget. Et puis à l'usage, je me suis rendu compte que c'est vraiment fantastique. D'ailleurs, je n'utilise pas spécialement les profils de Fujifilm, mais les propres recettes que tu peux configurer. Et donc des Kodak, des trucs comme ça, il y a des recettes sur internet que tu peux installer. Et maintenant avec cet appareil photo, je ne travaille qu'en JPEG, je ne travaille même plus en RAW. Je fais directement mon look à travers une simulation de film. Plusieurs même d'ailleurs, que j'utilise directement dans l'appareil, donc je travaille directement en JPEG, et la qualité me semble extraordinaire, et c'est bien supérieur à ce que je pensais. Autre chose que je crois que j'en avais même pas parlé dans le test, cet appareil photo, c'est un 23 mm, oui, cet appareil photo, il a un focal fixe qui est 23 mm, donc équivalent 35 mm full frame. Mais si tu voulais un truc un peu plus long, tu as une simulation numérique, ce qui serait pas un zoom parce que c'est pas progressif, sinon ça serait l'équivalent, tu pourrais passer à l'équivalent d'un 50 mm ou d'un 70 mm, donc 70 mm. Et donc quand j'ai trouvé ça, je dis ouais, je sais pas, ça a peut-être morflé la qualité et tout. Ben, finalement non. Je pense que si de manière ponctuelle tu veux utiliser 50 ou 70 mm, alors je dis ponctuel parce que si tu l'utilises tout le temps, ben, c'est peut-être pas l'appareil photo qu'il faut, il faudrait peut-être un objectif fixe autre que l'équivalent de 35 mm, mais là parfaitement, et la qualité, même si tu perds un peu de résolution, c'est vraiment pas un problème. J'ai trouvé que la qualité continue à être très bien, donc je trouve ça excellent et vraiment pratique. Autre chose que j'ai critiqué énormément chez Fuji, c'est cette roue, la roue de la vitesse. Okay, alors la roue de la vitesse, j'ai critiqué sur plusieurs tests. Et en fait, la vitesse, ce sont des entiers. Donc, si je suis un 125e par exemple, ben, je me mets sur un 125e. Et si je veux être à un tiers de plus, par exemple, ou un tiers de moins, au lieu d'un 125e, un centième, eh bien, il faut que je tourne cette petite roue. Et après, je peux descendre de 2 tiers vers le bas, monter de 2 tiers vers le haut. Et si je veux l'entier complet, donc 3 tiers, eh bien, dans ce cas-là, il faut que je rebouge la roue. Donc, la molette. Donc, c'est pas vraiment pratique. Donc, beaucoup de gens se mettent sur le T qui est là. Il ne touche plus la molette et il bouge toujours ce petit bouton. Voilà. Donc quand tu veux bouger les tiers, tu fais comme ça. Mais sinon, si tu es en mode T, tu bouges tout comme ça. Alors moi, je trouvais ça pas pratique du tout. Mais finalement, à l'usage, je me rends compte que c'est pas vraiment un problème sur ce type de photos que je fais avec cet appareil photo. Alors si j'étais en reportage mariage par exemple où les lumières changent énormément, ben ça c'est vraiment sûrement le bazar d'être en train de changer cette roue sans arrêt. Donc je terminerai ou en mode A, priorité ouverture, et donc l'appareil photo calcule directement la vitesse, ou avec le mode T et je serai en train de bouger avec cette roue auxiliaire, cette molette auxiliaire, la vitesse. Mais sur cet appareil, ça m'a pas supposé un problème parce que la série de photos sont normalement stables, et donc voilà, une fois que l'exposition est bien pour la première, ben, le reste est ok, tu vois. Donc pour moi, ça n'a pas été un problème. Autre chose qui m'a semblé encore meilleur que quand je l'avais testé,
c'est l'objectif, le 23 mm. Il me semble effectivement plus net que ce que je pensais. Alors la netteté pour moi c'est pas le plus important, mais ceux qui recherchent ça, eh bien, je crois que c'est vraiment au rendez-vous. Alors commençons les points qui me semblent les plus négatifs. Voilà, on avait les positifs, maintenant les trucs qui m'ont pas convaincu. Ok. Alors j'utilise, alors le viseur, comme j'avais expliqué, c'est un viseur triple entre guillemets, puisqu'il est 100% optique, ou il peut être 100% numérique, ou il peut être hybride, mix, c'est-à-dire que tu vois optiquement et il y a un petit overlay, un petit superposition d'un mini écran là où est le point d'autofocus, donc tu peux faire une mise au point précise et tout ça. Voilà. Bon, moi le viseur j'utilise pratiquement toujours en optique parce que c'est ce qui me plaît, c'est un petit peu comme mon Leica M. Et donc, voilà, je trouve ça super. Alors, il est évident qu'un viseur optique, tu n'as pas forcément les mêmes informations, trucs comme ça. Ça ne me dérange pas. Cependant, quand je suis en mode viseur numérique ou en écran, je peux choisir la taille de mon point d'autofocus. Donc, il est choisi. Par contre, dans le viseur optique, même si j'ai choisi un petit point pour la mise au point, eh bien, le carré qui est indiqué là où ma mise au point est faite ne change pas de taille. C'est-à-dire que même si j'ai un point qui est vraiment plus petit réel dans l'appareil, ce que je vois dans le viseur, ça reste un carré assez grand. Donc ça me semble complètement illogique que la taille du petit carré qui m'indique où je fais la mise au point en viseur optique ne change pas aussi de taille en fonction de ce qui a été choisi. Ça me semble absurde. Voilà. Donc tu choisis normalement un point plus petit pour être vraiment précis, et dans le viseur optique, ben, ça reste un carré assez grand. Tu vois. Donc c'est pas bon. Je pense qu'il faudrait que ça soit reflété dans le viseur optique. Deuxième point qui me dérange assez, que ça c'est aussi bien en viseur optique que numérique qu'en écran. Tu as l'option de voir l'histogramme en temps réel. Donc quand tu utilises ton appareil photo, voilà, tu as l'histogramme. Par contre, alors c'est peut-être que j'arrive pas à le configurer, mais j'ai tout essayé. À partir du moment où tu appuies ton déclencheur Amigaz, l'histogramme s'éteint. Alors, c'est vrai que ça occupe un peu d'espace à l'écran ou dans le viseur, mais tu dois avoir le choix de le laisser allumer. Parce que là, je suis là, donc là, je fais ma mesure sans problème. Alors, évidemment, il faudrait que j'enlève le bouchon. Okay. J'appuie Amigaz, paf, l'histogramme s'éteint. Alors, si j'en suis en train de recadrer, si ça se trouve, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un truc qui était plus lumineux dans un coin ou plus sombre, eh bien, je vois pas c'est pas reflété sur mon histogramme parce que l'histogramme vient de s'éteindre. Donc ça me semble absurde. Je pense que l'histogramme, c'est bien qu'il puisse s'éteindre si ça peut déranger, mais c'est bien aussi de pouvoir forcer qu'il soit toujours activé. Voilà. Troisième point. Dans ton viseur ou sur ton écran, que ce soit en numérique ou en optique, eh bien, ça t'indique quelle est la simulation de film que tu utilises. Alors si c'est celle de base, la standard, il s'appelle la Velvia, il me semble. Et après, tu peux utiliser une autre. Quel est le problème? C'est que moi, j'utilise les 7 profils, configurations de profils possibles pour mettre à chacun une simulation de film différente. Kodak Portra, Kodak T-Max, Ilford, trucs comme ça. Voilà. Alors, quand je regarde dans mon viseur, ça m'indique la simulation sur laquelle est basée ma recette. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai 2 simulations différentes qui sont basées sur un Acros, par exemple, une Fujifilm Acros. Les deux partent de la même simulation. Eh bien, le problème, c'est que moi, je ne sais pas en viseur si je suis sur un T-Max qui part d'un Acros ou par exemple, un T-Max, l'autre, le Tri-X, par exemple, qui aussi parle d'un Acros. Donc, je ne sais pas sur lequel je pars, par exemple, tu vois. Alors ça serait beaucoup plus logique que sur l'écran, ça t'indique quel est le profil que tu es en train d'utiliser. Le C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 par exemple. Ça serait beaucoup plus utile de voir rapidement. Ah ben non, moi j'utilise normalement le 4. Et je sais que je me suis gouré. Tandis que là, je peux prendre le mauvais profil, mais j'ai pas fait gaffe et j'ai l'erreur. Et je pense, en venant dans le viseur, ça m'indique une simulation de film qui est la base est la même, mais c'est en fait une autre simulation que j'ai mis quand j'ai mis la recette. Voilà. Alors, quatrième point, on continue sur l'histoire de ces profils. Tu peux faire 7 profils différents, et le problème c'est que tu n'es pas au courant des profils. C'est-à-dire que quand tu vas regarder dans le viseur, déjà, comme je viens d'indiquer, tu ne sais pas quel est le profil que tu es en train d'utiliser. Deuxièmement, quand tu as fait la photo, c'est ni de l'info à l'écran, ni dans les exifs. C'est-à-dire qu'en plus, c'est bizarre parce que les profils, quand tu les crées, tu peux leur donner un nom. C'est-à-dire,
Moi, j'ai créé un profil de couleur, par exemple. J'utilisais un profil et j'ai modifié le profil couleur et je l'ai appelé Kodak Portra 400, par exemple. Eh bien, non seulement je sais pas, ça j'ai mis sur le C3 je crois, par exemple, le profil 3, eh bien quand je regarde mon fichier, je sais même pas que c'est le C3 et je sais pas non plus que c'est un Kodak Portra 400 alors que l'appareil m'avait laissé mettre l'information pour qu'à l'écran, quand je choisis dans le menu, ça me marque aussi, ça marque Kodak Portra 400 ou Kodak 3X ou Ilford, trucs comme ça, tu vois. Donc c'est dommage que ça n'apparaisse ni en info, ni en exif. C'est-à-dire que les données dans l'intérieur de ta photo, et même ça sera encore nickel que ça puisse être sur l'écran pendant que tu fais la photo. Ça te marque directement le nom de ton profil, quoi. Non, ça marque non seulement C1, ce qui ne fait même pas, mais ça marque aussi Kodak Portra 400. Ça serait vraiment nickel. Donc ça, c'est dommage que ça ne le fasse pas. Alors, point 5. En vidéo, il y a un truc qui me plaît pas, c'est que tu peux choisir des profils Fujifilm pour ta vidéo. Tu peux éditer la courante, celle que tu es en train d'utiliser en faisant des ajustements, mais dans ce cas-là, tu perds celle de base puisque tu viens de l'éditer, hein, ou celle que tu avais choisie puisque tu viens de l'éditer. Tu n'as pas la possibilité, en faisant de la vidéo, de choisir la même chose que les profils que tu avais créés. Par exemple, si je veux faire la vidéo avec mon profil Portra 400 que j'ai pour en C2 par exemple, dans mon profil C2, ben, je ne peux pas choisir un C2. Je peux choisir de chez Fuji le Velvia, l'Astia, l'Acros, tout ça, mais je ne peux pas choisir un des profils C1, C2, C3, C4. Donc, si je veux changer ce truc, eh bien, il faut que je prenne un des profils présents sur Fuji, que je l'édite, mais je ne peux pas lui donner un nouveau nom, un truc comme ça, ni le conserver. Il reste modifié si tu veux. Alors que ça serait logique que tu puisses réutiliser ou les C1, C2, C3 jusqu'à C7 que tu as créé pour ta photo, ou avoir aussi un groupe de profils créables pour la vidéo. Voilà, ça me semblerait beaucoup plus logique. Alors, je viens de dire voilà beaucoup de fois, je vais dire ok maintenant. Comme ça mes fans de hockey vont être contents. Voilà. Ok. Ok. Alors autre chose, à mon avis, à cet appareil photo, il lui manque un bouton pour enregistrer de la vidéo. Je sais que l'idée, c'est pas forcément faire de la vidéo, mais comme il a des très bonnes fonctions vidéo, il y a sûrement des gens qui font de la photo de voyage, qui de temps en temps voudraient enregistrer une vidéo, et il faut aller sur le drive, activer la vidéo et après utiliser le déclencheur. Alors qu'il faudrait simplement un bouton pour activer la vidéo ou démarrer directement l'enregistrement en vidéo, ou un bouton d'activer la vidéo et un autre bouton pour pour démarrer l'enregistrement. Je le mettrai par là ou un truc comme ça. Mais je pense que ça serait bien. Ça me manque ce bouton. Voilà, je trouve ça dommage. Voilà. Et dernier point, alors il y a plusieurs points, il y en a sûrement plein d'autres, mais enfin un autre qui me semble aussi, c'est que d'ailleurs j'ai installé un repose-pouce, j'avais fait le test ici, je te laisse le lien, mais je pense que ça serait bien si le grip était un petit peu plus gros. Alors je sais que Fujifilm est dans sa phase minimaliste, ils veulent pratiquement pas de grip, mais je pense que ça serait bien qu'il y ait un grip un petit peu plus grand. Pour la prise en main, ça serait un peu mieux à mon avis. Alors, comme Fuji sortira sûrement un successeur de cet appareil photo, qu'est-ce que je leur demanderais moi? Alors d'abord, ils ne sont pas obligés parce que déjà cet appareil photo est déjà super, donc bon, s'ils sortaient rien de nouveau, ça ne serait pas un drame. Hein. Ça me semble déjà super. Mais puisqu'ils ne vont pas m'écouter, de toute façon ils sortiront quelque chose de nouveau, qu'est-ce que je leur demanderais de nouveau là-dessus? Eh bien je pense pour faire cet appareil photo vraiment encore meilleur, ça serait mettre un stabilisateur. Il n'est pas stabilisé, alors c'est un grand angle, donc c'est pas un drame non plus. Je ne demande pas non plus un stabilisateur de 6 stops, mais 3 stops ça serait déjà bien je pense, parce qu'en plus comme l'obturateur est central, c'est-à-dire que dans l'objectif il n'y a pas de vibration d'obturation et tout ça, donc on peut déjà descendre pas mal la vitesse. Mais enfin bon, 3 stops ça serait bien. Évidemment, si celui qui veut faire de la vidéo, ben, ça serait mieux qu'il y ait 6 stops, mais moi je ne suis pas objectif au niveau des stabilisations, puisque comme utilisateur d'Olympus qui a des stabilisateurs vraiment du gros délire, de qualité, eh bien je suis trop gâté, quoi. Voilà. Mais voilà, bon, je pense que ça serait quand même bien de mettre un stabilisateur pour les gens qui font de la photo en basse lumière, qui veulent descendre la vitesse sans problème. Et puis, si effectivement ils regardent le côté vidéo, donner un peu plus à manger côté vidéo sur cet appareil photo, ben là, il faudrait penser à un stabilisateur plus performant encore et ne pas avoir besoin d'un gimbal en l'utilisant. Voilà. Alors, autre chose, cet appareil photo, il est protégé, tropicalisé, donc protégé pluie et poussière,
à une condition. C'est que il faut que tu mettes un filtre, il faut que tu changes la bague qu'il y a devant et tu mettes un filtre pour qu'il soit tropicalisé complètement. Le boîtier l'est, mais l'objectif non. Sauf si tu installes ça. Alors Fuji a son option, mais enfin tu peux acheter un truc de tiers et le faire aussi. Alors moi je pense que ça serait logique que ça soit fait de série et il n'y ait pas besoin de mettre un filtre pour ceux qui ne veulent pas le mettre de filtre ou qui ne veulent pas mettre de parasol ou peu importe leur histoire, mais qu'il n'y ait pas cette obligation de changer la bague avant et que ce soit directement tropicalisé. Ça me semblerait complètement logique. Alors là, ce que je vais dire, les puristes vont me tuer directement. Ben, déjà, ils ont été fâchés parce que Fujifilm a mis un écran orientable vers le bas et vers le haut, donc pour faire photo au niveau ceinture ou au-dessus de ta tête. Mais moi, je dis, à partir du moment où tu fais ce pas et que tu as des possibilités de vidéo qui sont fantastiques, eh bien, je pense qu'il faut que l'écran, où il soit montable à 180 degrés pour faire du vlogging, c'est-à-dire le mec qui fait de la photo de voyage, il veut s'enregistrer en même temps, ou 180 degrés vers le haut, ou sur le côté. Alors moi sur le côté, sur ce genre d'appareil photo, je suis pas trop convaincu, je verrais plutôt vers le haut, même si après ça peut faire penser le grip et tout ça, enfin bon, peu importe, c'est leur boulot, hein. Voilà, mais je pense que ils ont fait trop ou pas assez, c'est-à-dire que là je pense qu'il faudrait passer directement à la possibilité de se voir en t'enregistrant. Voilà, je pense que ça serait bien. Côté vidéo, ben, la même chose. Ils ont mis un connecteur microphone de 2,5 mm jack, ce qui n'est pas un standard, donc il faut un adaptateur. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas directement un 3,5 mm qui est le standard. Et autre chose, ben, ça serait améliorer la prise en main avec un grip. Mais comme je disais avant, ben, Fujifilm est dans sa phase minimaliste. Et je ne serais même pas étonné que le remplaçant n'ait même plus de grip du tout, comme ils ont fait sur le XE4. Voilà, qui est carrément tout plat. Voilà. Donc voilà, ça serait les points, à mon avis, à améliorer sur leur prochain modèle. Et bien voilà. Donc, je continue à dire, pour moi, c'est un appareil photo qui est fantastique. Je l'adore vraiment, j'utilise énormément. J'espère que la vidéo t'a plu. Merci beaucoup de l'avoir vue. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digit Photo France, aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.